Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le troisième plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois s'est tenu du 15 au 18 juillet à Beijing. Les participants ont écouté et discuté le rapport d'activité dressé par le président chinois Xi Jinping au nom du bureau politique, examiné et adopté la décision du comité central du Parti communiste chinois relative à l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise. Un communiqué a été publié à la fin de ce plénum. Quels sont les principaux éléments contenus dans ce communiqué? Quel est l'objectif global de l'approfondissement des réformes en Chine? Quelle est l'orientation du développement futur de la Chine? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en discuter avec deux invités, M. Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taïre, et M. Joseph-Olivier Mendo, chef de la délégation de la jeunesse africaine en Chine et docteur en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Pékin. Bonjour. 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 Depuis la réforme et l'ouverture, les troisièmes plénums ont été tous consacrés au sujet de la réforme. Cette fois, la réforme est étroitement liée au thème de la promotion de la modernisation chinoise. Le troisième plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois a principalement adopté des dispositions stratégiques pour approfondir davantage les réformes afin de promouvoir la modernisation chinoise. Le communiqué du troisième plénum indique clairement les objectifs généraux et le calendrier pour approfondir la réforme. Monsieur Ding, pouvez-vous nous expliquer tout cela? Oh, c'est un plan général très approfondi qui touche tous les domaines du développement dans l'avenir. Il y a par exemple les réformes du marché. Les réformes du marché veut dire que le marché en soi n'est pas parfait, donc il faudrait améliorer les systèmes de gestion du marché pour faire en sorte que le marché soit accessible à tout le monde. Il y a donc bien sûr des mesures pour briser le carcan des monopoles sur le marché. Il y a aussi le système d'assurer un fonctionnement normal, de traitement normal national de toutes les entreprises, quelles que soient les propriétés de ces entreprises. Il y a aussi une réforme en ce qui concerne le système d'ouverture, car l'ouverture est aussi un aspect très important de ce troisième plénum. Et l'ouverture va devenir plus institutionnalisée, plus systématisée. Tout cela fait partie de la réforme. Voilà. La réforme est un mot-clé de ce troisième plénum. Selon vous, quels sont les liens intrinsèques entre la réforme et la modernisation à la chinoise? La modernisation est l'objectif final. La modernisation de la Chine est l'objectif final. Le mot-clé de la modernisation, c'est à la chinoise. Et il faut dire que la Chine est en train d'essayer de faire promouvoir la cause de la modernisation, mais il n'y a pas de modèle fixe à suivre. La Chine avait essayé de suivre des modèles un peu dans les années 1950, le modèle soviétique. Ça n'a pas marché. Et puis, depuis le début de l'ouverture et de la réforme, la Chine avait aussi essayé le modèle un peu à l'occidental. Ça n'a pas marché non plus. Donc finalement, maintenant, la Chine va essayer de trouver sa propre voie, son propre modèle de modernisation. C'est pour ça qu'on appelle ça la modernisation à la chinoise. Et cette fois-ci, les réformes visent à faire approfondir les réformes, c'est-à-dire on va essayer de balayer les obstacles sur la voie de la modernisation et pour balayer ces obstacles, les mesures ou le modèle occidental ou le modèle soviétique, etc., rien ne peut servir à la cause chinoise. Donc la Chine va essayer de trouver une nouvelle voie pour faire promouvoir cela.
Le troisième plénum a souligné que pour approfondir de manière plus poussée la réforme sur tous les plans, il faut faire le bilan des expériences précieuses acquises depuis l'application de la politique des réformes et d'ouverture, et notamment depuis le début de la nouvelle ère dans les efforts pour réaliser l'approfondissement intégral de la réforme. Monsieur Mendou, comment évaluez-vous les réalisations déjà obtenues par la Chine en matière d'approfondissement intégral de la réforme? Ok, merci de m'avoir. Vous savez, ça fait déjà 8 années que je suis en Chine et si je peux faire un petit commentaire là-dessus, c'est que d'un point de vue de mes recherches, j'ai vu une continuité. J'ai vu une continuité dans les politiques d'implémentation de la Chine. Et quand on dit continuité, ça veut dire que la Chine fait table, a quand même pris en considération son passé, a pris en considération les politiques passées et ses erreurs passées pour essayer de s'améliorer. Et il y a un terme que je voudrais aussi souligner, c'est l'innovation. C'est aussi quelque chose que j'ai pu observer dans les politiques, même dans la société chinoise. La Chine, tant par ses politiques que dans tous les domaines, ne cesse d'innover. Et l'innovation, c'est quoi? Ça veut dire s'adapter aux nouvelles variables. Ça veut dire essayer de moduler, essayer de mouler en fait les politiques de la sorte à faire en sorte qu'elles puissent s'adapter ou alors résoudre les problèmes auxquels la Chine fait face, la Chine et le monde entre guillemets font face, c'est-à-dire dans la situation actuelle, autant pour moi, mais voilà, si je peux faire un commentaire là-dessus, je vais dire la continuité et la durabilité, voilà. Lorsque le secrétaire général Xi Jinping a résumé les expériences précieuses de l'approfondissement global de la réforme depuis la réforme et l'ouverture, en particulier dans la nouvelle ère, il a clairement déclaré adhérer à la construction du système comme la ligne principale et l'un des principes à respecter. Monsieur Mendou, comment interprétez-vous cette déclaration ? Eh bien, ça parle beaucoup parce que vous savez que déjà en Chine, la Chine a une coordination institutionnelle quand il s'agit de façonner des politiques pour résoudre les problèmes locaux. C'est-à-dire la Chine montre une coordination institutionnelle pour résoudre de manière ciblée les problèmes locaux. Si je prends par exemple un exemple de mon expérience que j'ai eu à faire dans les campagnes chinoises, par exemple. Vous allez voir que les politiques sont ciblées de la sorte à pouvoir répondre à chaque individu, à chaque type d'individu, à chaque problème rencontré par les peuples. C'est pour ça qu'on parle de réduction de la pauvreté de manière ciblée. J'ai été, par exemple, dans un village dans le Shanxi, où j'ai vu des politiques avaient été façonnées, mais il y a juste une toute petite communauté qui ne s'arrimait pas à la norme. C'est-à-dire, ils voulaient sortir de la pauvreté, mais de la sorte à pouvoir répondre aux critères actuels sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a parlé, par exemple, de réduction de la pauvreté à travers, par exemple, la culture, ou alors ils appellent... Il y a un mot qu'on appelle les coupures de papier. Ils l'ont fait par coupure de papier. Il y en a d'autres qui se sont mobilisés pour essayer de développer un seul produit, d'où l'expression « un village, un produit ». Mais vous voyez donc que ces politiques répondent aux besoins spécifiques des populations spécifiques. Mais cela n'est possible que grâce à une coordination institutionnelle. Et vous allez voir que les communautés, que ce soit dans la campagne ou alors dans les villes, ont un support institutionnel très fort. Et c'est ça, par exemple, moi, en tant qu'Africain, ou alors venant de culture africaine, c'est un message fort, en fait, pour voir que c'est vrai, nous pouvons nous développer, mais avec un support institutionnel. C'est-à-dire, il faut une coordination du gouvernement et du peuple. Donc, voilà à peu près
comment est-ce que je perçois cette expression, c'est-à-dire les politiques façonnées, mais adaptées aux besoins sur le terrain. Coordination institutionnelle et aussi, bien entendu, mettant en exergue les habilités et ou alors les aptitudes des populations. Le troisième plénum a fait remarquer que le système d'économie de marché socialiste de haut niveau est une garantie essentielle de la modernisation chinoise. Le système d'économie de marché socialiste est un élément important du système économique socialiste de la Chine. Monsieur Ting, pour vous, quelles sont les principales caractéristiques du système d'économie de marché socialiste de haut niveau ? En fait, il faudrait dire le système de l'économie socialiste et du marché. En fait, le qualificatif de l'économie socialiste veut dire qu'en fait, l'économie doit servir les intérêts du peuple tout entier. Et donc, on utilise les mécanismes du marché pour promouvoir le développement économique. Et l'économie en soi est une économie socialiste. C'est-à-dire que l'économie fait plus attention à la redistribution des biens au peuple, non pas aussi aux capitaux ou seulement à un groupe oligopolitique. De ce point de vue, je pense que le développement récent de la Chine a montré cet aspect socialiste de l'économie chinoise. Par exemple, la Chine est le seul pays dans le monde à avoir éradiqué la pauvreté absolue. C'est l'aspect socialiste de son économie. Car même les pays les plus riches, il y a encore un phénomène de pauvreté absolue rampante et qui fait peur. Il suffit de constater ce genre de phénomène dans un certain nombre de quartiers, dans les grandes villes américaines, dans les grandes villes européennes. Vous avez toujours ce phénomène redoutable. Alors qu'en Chine, non. Nous avons réussi à éradiquer la pauvreté absolue, bien que dans la société chinoise, il existe encore des écarts de richesse, parce que on sait très bien qu'un égalitarisme absolu ne serait pas en faveur du développement. C'est pour cela qu'on propose un modèle de développement qui fait attention à une redistribution sociale plus équitable, mais qui encourage tout de même l'individu de faire des efforts pour réussir mieux que les autres. C'est l'enjeu de l'économie de marché, quoi. Le troisième plénum a également indiqué que le développement de qualité est la tâche primordiale de l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne et a souligné qu'il fallait améliorer les systèmes et les mécanismes de développement des forces productives de nouvelle qualité en partant des réalités locales. Monsieur Ting, comment interprétez-vous cette analyse ? Oh, en fait, le développement de grande qualité est l'objectif du développement. En fait, depuis un certain temps, la vitesse du développement a été la grande priorité des politiques publiques à tous les échelons de l'administration. Mais finalement, depuis la dernière crise financière, à mesure que les marchés mûrs, les marchés des pays développés commencent à se rétrécir à cause de la récession, la Chine a compris que finalement, pour faire promouvoir son développement, la vitesse compte, mais la vitesse ne doit pas être la priorité. La priorité est la qualité de développement. Il faut faire en sorte que le peuple chinois d'abord soit content du résultat de son développement, que le peuple chinois puisse bénéficier de la performance de ce développement. C'est pour cela que depuis, disons, une dizaine d'années, la Chine a un peu tourné l'attention de son développement de la vitesse accélérée de l'exportation vers un pas plus modéré de l'exportation, mais vers une élévation du niveau de la consommation de son peuple, mais aussi du niveau de ses produits. Les produits chinois sont de mieux en mieux assurés
de mieux en mieux standardisée. Et c'est pour cela que depuis 2 ou 3 ans, la Chine insiste aujourd'hui maintenant sur le développement des forces protectives de nouvelle qualité. Cela veut dire qu'on va essayer de trouver une combinaison des technologies nouvelles complètement maintenant bonnes, c'est-à-dire par exemple l'intelligence artificielle, le traitement des grandes données, avec le système de production industrielle traditionnel pour essayer d'améliorer la performance de ces secteurs et puis essayer d'utiliser ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle ou le traitement des grandes données, pour mieux assurer le fonctionnement des mécanismes du marché, pour mieux redistribuer le savoir, la connaissance industrielle à travers le pays, à travers le monde, pour créer une communauté de l'espèce humaine d'avenir partagé. Et dans ce domaine-là, je pense que la Chine va jouer un rôle pionnier, initiateur dans le monde. Le développement vert est un élément clé de la réalisation d'un développement de haute qualité en Chine et de la transformation industrielle. Le 3e plénum a affirmé que la modernisation chinoise se caractérise par la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Nous devons améliorer le système de civilisation écologique, faire progresser de manière synergique la réduction des émissions de carbone, la diminution de la pollution, l'extension des espaces verts et le maintien de la croissance et prendre des mesures actives pour lutter contre le changement climatique. Monsieur Mandou, quelles sont les idées essentielles qui fondent ce concept de construction d'une civilisation écologique défendue par la Chine, selon vous? Et ça, c'est une très belle question. Vous savez, les questions de l'environnement sont très importantes et je crois que la Chine s'en est rendu compte. Pour avoir un développement durable, il faut aussi tenir compte de l'environnement. Et j'ai pu voir durant mon séjour en Chine que bon nombre, que ce soit des entreprises ou que ce soit des particuliers, ils prennent déjà de plus en plus en compte les questions environnementales. Parce qu'il faut se développer, oui, mais en protégeant l'environnement. J'ai eu l'exemple, par exemple, j'étais dans la région du Ningxia, où j'ai vu une entreprise qui se chargeait des résidus pour essayer de cultiver des champignons. Parce qu'il faut protéger, il faut pouvoir atteindre une aisance économique, mais pas au détriment de l'environnement. Vous savez, il y a un adage aussi, c'est très... ce qui m'a aussi très marqué, il y a un adage chinois qui dit « Lu shui jingshan, jiu shi jingshan yinshan ». C'est en fait, je crois que le développement vert de la Chine aussi est axé sur cet adage qui prend en compte toutes les capacités, que ce soit un espace vert, que ce soit un espace aride, c'est toujours, ça a un potentiel. C'est toujours très important. C'est pour ça, par exemple, que dans les régions, vous voyez Ningxia ou alors dans les régions du Xinjiang, vous allez voir toute une politique pour essayer d'avoir une couverture verte et freiner l'avancée du désert. C'est très important déjà et c'est de plus en plus important pour les Chinois. Et j'ai pu voir dans plusieurs provinces et dans plusieurs villes, c'était une condition clé. C'est vrai, la Chine, dans plusieurs endroits, ouvre la porte à plusieurs entreprises, mais il faut respecter des critères. Il faut respecter l'environnement. C'est vrai, nous voulons l'industrialisation, mais durable. Il faut l'aspect durable. Mais aussi, cette perception aussi s'étend dans l'action des entreprises chinoises à l'étranger. Vous voyez maintenant que ces politiques aussi, des entreprises chinoises ou alors des Chinois qui exercent à l'étranger, ça rime de plus en plus aux normes environnementales. Donc, pour conclure, je dirais que si je prends l'exemple de Pékin, là où je suis, c'est déjà en 7-8 ans, j'étais à Pékin, je vois la verdure partout, je vois déjà, je vois l'environnement clair. Par exemple, il y a 7 ans,
c'est-à-dire le PM 2.5 était vraiment, vous voyez les chiffres, c'était catastrophique, mais maintenant, le ciel est bleu, l'air est pur, vous voyez les progrès. Donc, la Chine accorde déjà une plus grande importance aux questions environnementales, et pas qu'au niveau institutionnel ou gouvernemental, mais aussi au niveau des citoyens. Quand vous allez dans les villages, vous allez voir, il y a des compétitions, ils appellent en chinois, ça dit Meili Xiangzun. Donc, il y a cette compétition, il y a ce souci de garder un environnement propre, un environnement sain, parce qu'il faut se développer, mais en protégeant l'environnement. Donc, c'est en fait cette éthique que vous pouvez voir de plus en plus dans au milieu des populations chinoises, mais aussi au milieu des politiques façonnées par la Chine, des politiques de développement façonnées par la Chine. Le troisième plénum a indiqué que l'ouverture est une marque distinctive de la modernisation chinoise. Il nous faut rester fidèles à la politique fondamentale d'ouverture sur l'extérieur, nous appuyer sur l'ouverture pour stimuler la réforme, tirer profit de notre immense marché intérieur et augmenter notre capacité d'ouverture dans l'élargissement de la coopération internationale, afin de développer notre nouveau système d'économie ouverte de niveau plus élevé. Monsieur Ding, d'après vous, quels bénéfices l'ouverture élargie de la Chine pourra-t-elle apporter au monde, notamment à travers la coopération internationale? En fait, oui. La décision du troisième plénum est une décision très importante en ce qui concerne l'ouverture de l'économie chinoise. Car dans le monde aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'intitule la déglobalisation. En fait, dans le processus de déglobalisation, les pays qui étaient initiateurs de la mondialisation se sont retournés vers plus ou moins le retour du protectionnisme et un contrôle strict sur les investissements entre les pays. Ce qui fait que dans le monde, il y a, avec la montée de l'inflation et un ralentissement de la croissance, l'économie mondiale fait face à une menace de stagflation. Et pour essayer de briser ce genre de menace, la Chine a proposé de s'ouvrir davantage vers l'économie mondiale, ce qui donne un nouvel élan, en fait, au développement de l'économie mondiale, pas seulement de la Chine, à l'économie mondiale, car elle va s'ouvrir davantage pour aspirer les autres économies, car la Chine va donner un exemple de développement par l'ouverture, par une ouverture plus grande de son économie, ce qui pourrait encourager d'autres pays à suivre l'exemple. Donc à briser l'obstacle à la mondialisation ou à la globalisation. Voilà mon interprétation. Le troisième plénum a rappelé que la modernisation chinoise se caractérise par la poursuite de la voie du développement pacifique. Le monde d'aujourd'hui est confronté à divers facteurs d'incertitude, d'instabilité et d'insécurité. La paix et le développement sont les deux thèmes majeurs du monde actuel. Monsieur Mendou, selon vous, quel est l'impact du développement pacifique de la Chine sur le développement et la gouvernance du monde? Merci pour votre question. Vous savez, le développement pacifique, c'est un terme très fort et je respecte aussi beaucoup la Chine pour cela parce que si, d'un point de vue général, quand vous regardez toutes les crises sécuritaires à travers le monde, vous allez voir qu'il y a un aspect développement. Pourquoi il y a tant de crises? C'est vrai, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes à ces crises sécuritaires. Mais vous allez voir que le développement, l'aspect développement est un point majeur, est une cause majeure. Donc, si vous avez les populations, si vous avez les besoins les plus nécessaires des populations réglés, c'est-à-dire
la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, si tous ces problèmes élémentaires sont résolus, vous allez voir que les populations seront plus axées à la production, au développement, et non pas à se battre. Donc, le développement pacifique, c'est un terme très fort, c'est un terme qui parle beaucoup, c'est un terme qui résonne beaucoup, surtout avec les zones qui font face aux crises sécuritaires actuellement, et surtout en Afrique, là d'où je viens. Ce terme développement pacifique, vous savez, en Afrique, on parle de Pax Africana. Et si vous regardez les variables de Pax Africana, vous voyez qu'elles tendent à s'apparier au développement pacifique que la Chine promeut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons un développement pacifique, nous voulons un développement qui essaie de résoudre les problèmes, parce que si je prends le cas pour l'Afrique, en fait, nous essayons de résoudre les problèmes, les besoins nécessaires, les besoins quotidiens nécessaires de toutes les populations pour essayer d'atténuer les crises sécuritaires. Donc, le développement pacifique, c'est un terme très fort, et je pense que c'est bien entendu en fonction des caractéristiques. Quand on parle du Sud global, si je reste dans ce cadre, chaque région, chaque peuple a sa propre politique. Dans le cadre de l'Afrique, on parle de Pax Africana. Donc là, je crois que je promeus beaucoup plus les échanges. Donc si le développement pacifique que la Chine met en exergue est si résonnant, est si parlant, est si fort, donne un message fort, de développement fort. Parce que vous savez, la Chine, on l'a toujours su, la Chine met le développement économique à l'avant. Voilà. Donc ça veut dire que en toute chose, il faut d'abord se développer. Si vous remplissez votre panse, je crois que la plupart de vos problèmes est résolu. Donc, il faut juste que ces politiques s'adaptent mieux, ou alors qu'elles s'apparient aux politiques du monde, ou alors aussi aux préceptes des Nations Unies. Je crois que c'est le cas. Donc, en résumé, c'est un terme, le développement pacifique, c'est un terme très fort, et je crois que la Chine a déjà de plus en plus de soutien du Sud global, dans le sens, parce qu'il y a beaucoup de forats qui sont organisés dans ce sens. Et aussi la jeunesse, et c'est un terme qui rejoint, qui résonne aussi beaucoup plus pour la jeunesse, parce que si on prend le camp de l'Afrique, l'Afrique est très jeune. L'Afrique est en majorité jeune, et ce sont les jeunes qui ont besoin d'emploi, et ce sont les jeunes qui moyennent développement. Donc, et les jeunes, en tant que jeunes, nous avons besoin d'un développement, mais d'un développement pacifique. Et c'est le développement pacifique qui peut nous permettre d'atteindre une durabilité pour laisser un héritage durable, un héritage fort, un héritage lourd aux générations à venir. Je vous remercie, Monsieur Mondou et Monsieur Ding, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci. Merci bien. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.